Et si finalement, la France était devenue le pays du tennis de table européen? Le bras de folie supplémentaire. Cette question fait d'autant plus surface depuis les championnats du monde à Busan en 2024, période à laquelle où la France commence à instaurer une certaine domination européenne. Juste avant, je vise les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, donc si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas avec un pouce bleu. Merci et bon visionnage. Alors pour cette vidéo, j'en suis désolé, mais je vais uniquement me baser sur le tennis de table masculin, sinon la prise d'information serait trop complexe. Mais par contre, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous ferai une partie 2 sur le tennis de table féminin. Historiquement, si on remonte jusqu'aux années 90 et qu'on étudie la question par décennie, c'est la Suède qui était en pole position avec notamment des champions olympiques ou champions du monde. Évidemment, la France avec Gatien, Eloi et Sheila n'était pas très loin derrière, mais la Suède était à son apogée et régnait en maître même sur les asiatiques. Et ainsi, sur 10 ans, on a pu voir jusqu'à 4 joueurs dans le top 10 mondial. Si on remonte encore un peu plus loin, en par équipe, ils sont vice-champions du monde en 83, 85, 87, champions en 89, 91, 93, vice-champion en 95 et champion en 2000. Autant vous dire que depuis la Chine, on n'a jamais vu une domination pareille. Et accrochez-vous bien, puisque si on remonte jusqu'en 1987 et qu'on confond championnat du monde individuel en équipe et Jeux Olympiques, eh bien la Suède, c'est au total 19 médailles. Et si jamais vous voulez un comparatif avec la France sur cette même période, c'est 9 médailles. Évidemment, les victoires entraînent le succès et la reconnaissance. Lorsqu'un pays connaît de grands succès dans un domaine, en général ça fait rêver et ça attire, donc de plus en plus de licenciés voient le jour en Suède. On a plus de capacités, plus de moyens et les objectifs sont plus relevés. Donc autant vous dire que la Suède est restée sur une dynamique d'ascension sur près de 20 ans. Maintenant, si on se penche sur la décennie suivante, c'est-à-dire des années 2000 à 2010. Alors sur cette période, la Suède n'a pas totalement disparu, ils ont décroché également plusieurs titres. On a également vu une ascension fulgurante de l'Autriche avec 2 joueurs classés dans le top 10 mondial en 2006, dont un qui a été champion du monde, évidemment c'est Werner Schlager. L'Autriche a donc été régulièrement présente au niveau des podiums européens et même parfois mondiaux. Et c'est bel et bien l'Allemagne qui s'est révélée au grand jour, révélant plusieurs pépites qui deviendront plus tard des légendes de leur sport. Timo Boll, Dimitri Jovcharov, Bastian Steger, Christian Süss, Patrick Baum. Sur cette période, Timo Boll aurait été numéro 1 mondial et plus tard Dimitri Jovcharov. Ils ont raflé énormément de titres. Au niveau des championnats d'Europe par équipe, ils ont été sacrés en 2007, 2008, 2009, 2010. Ils ont été vice-champions du monde en 2004, 2010 et 3e en 2006. Et au JO, vice-champion en 2008. Si on évoque le côté individuel pour l'Europe, Timo Boll a fait l'affaire lui tout seul. Maintenant, si on passe aux années 2010 et 2020, eh bien écoutez, c'est tout simplement le même constat. Des nouvelles figures allemandes émergent, telles que Ruben Filus, Dong Qiu ou encore Patrick Franziska. La relève est établie et les principaux adversaires de la Chine sont les Allemands. Même si on peut également le souligner, la Suède est revenue en force avec Christian Carlsson, Matthias Falk, Truls Morgard et Anton Kalberg. Au niveau européen, ils se disputent la majorité des titres, même si on a une bonne pensée pour Emmanuel Le Besson et Simon Gauzy qui en 2016 ont été champions d'Europe et vice-champions d'Europe. Et si rapidement on reparle de palmarès, eh bien l'Allemagne, pour les Jeux Olympiques, c'est médaille de bronze en 2012, médaille de bronze en 2016 et médaille d'argent en 2020. Et une nouvelle fois, on peut voir que comme la Suède, l'Allemagne a instauré une certaine domination pendant aussi 20 ans. Et maintenant, de 2020 à aujourd'hui, on va pouvoir voir ensemble comment est-ce que la France a-t-elle fait sa percée. Bon, déjà on peut le voir, mais tout un pays peut être parfois porté par une seule et même personne. Pour la Suède, on avait le grand Jan-Ove Waldner et pour l'Allemagne, Timo Boll. Je vous l'accorde, c'est un peu réducteur parce qu'on avait d'autres légendes à côté, mais vous comprenez l'idée. Pas besoin de vous faire de dessin pour vous dire que maintenant, il y a quelques années, nous avons vu en France 2 jeunes pongistes qui ont retourné le monde entier. Les frères Lebrun, évidemment bien accompagnés par Simon Gauzy, qui est un ancien joueur du top 10 mondial. Alors je vais pas vous faire le récapitulatif individuel des frères Lebrun, puisque maintenant tout le monde le connaît. Maintenant, on va plutôt revenir à aujourd'hui. Vous le savez, la France connaît ses nouvelles heures de gloire. Félix a remporté les Jeux Européens, Alexis est champion d'Europe, la France vice-championne du monde, médaille de bronze olympique pour Félix et pour l'équipe de France. Autant vous dire que sur une période de 2-3 ans, ça fait quand même beaucoup. Et tous ces succès ont provoqué en France une émulation inédite. Bon, déjà on le sait, depuis maintenant plusieurs décennies, le ping-pong est populaire en France. On en a tous déjà fait au moins à l'école, au camping ou même chez nous. Près de 17% des Français ont une table chez eux. On estime même jusqu'à 3 millions de pratiquants de ping-pong. Mais alors, s'il est populaire, pourquoi est-ce que nous n'avons pas plus de licenciés? Eh bien, le tennis de table n'a pas toujours eu une excellente représentation sociale. Beaucoup le considéraient plutôt comme une activité ou un loisir au lieu d'un sport. À une certaine époque, il faut se le dire, faire du tennis de table en compétition, c'était pas véritablement sexy. Il était souvent jugé comme étant une activité peu exigeante, avec une vision de l'aspect technique et physique honnêtement délabrée. Et ce qu'il fallait à ce sport, c'était tout simplement un fer de lance, un emblème qui pourrait revaloriser, redorer l'image du tennis de table. Faut dire que les travaux ont largement été commencés par Gatien, Sheila, Eloi, prolongés par Matenay, Gauzy, Le Besson, mais avec l'arrivée, la percée précoce des frères Lebrun, on a eu une surmédiatisation inédite. Et c'est pas mon meilleur argument, mais regardez juste les chiffres Instagram des frères Lebrun. Est-ce que vous avez déjà vu 2 pongistes en France avec autant de personnes qui les suivent ?
Non. Ce qui fait qu'avant les Jeux Olympiques, on en parlait déjà énormément pour la performance monumentale qu'ils ont fait au championnat du monde. Et un des points clés qui a, je pense, joué dans l'évolution du tennis de table, c'est qu'ils étaient attendus aux Jeux Olympiques et ils ont relevé le défi. Ils ont réussi cet exploit d'avoir 2 médailles. Et pour une fois, le tennis de table était diffusé tout le temps. Félix Lebrun était représenté comme l'un des athlètes phares des Jeux Olympiques. Il nous a procuré à la fois des émotions et des frissons, et avec son frère, malgré leur jeune âge, ils se sont établis comme étant de véritables leaders. Depuis, la France s'intéresse au tennis de table. Il y a juste à constater, mais avant, quand vous voulez regarder un match de tennis de table, il fallait se connecter à la WTT sur leur chaîne YouTube, et en France, on n'en parlait que lors de grands résultats. Alors qu'aujourd'hui, gratuitement, tous les matchs sont diffusés sur RMC Sport. Et je pense que c'est assez sous-coté, puisque c'est une avancée phénoménale pour notre sport. La visibilité est agrandie de manière exponentielle, et la représentation sociale de ce sport a changé. Et c'est un tout, puisque qui dit plus de visibilité, dit plus de sponsors aussi pour la fédération. Plus de sponsors dit plus de moyens. Et plus de moyens dit plus de formation. Et plus de formation dit plus de joueurs potentiellement à haut niveau. Et d'ailleurs on en reparlera plus tard dans la vidéo, de tous les nouveaux joueurs français qu'il y a sur le circuit international. Bref, cette croissance, elle est chiffrée et visible, directement sur le site de la FFTT. Le 4 juillet 2024, la FFTT sort un article. 228 000 licenciés, record historique pour notre fédération. Une hausse de 7,5%. Est très rapidement détrôné cette année, puisque le 3 juillet 2025, la FFTT annonce plus de 254 000 licenciés. Et si je vous lis d'ailleurs ce qu'il y a sur cet article, cette année, hors du commun pour le tennis de table français après les Jeux Olympiques de Paris 2024, s'accompagne d'un chiffre remarquable, reflet d'un engouement croissant pour notre discipline. Cette dynamique exceptionnelle est aussi portée par les performances inspirantes de notre équipe de France. Je vous l'avais dit, il nous fallait des fers de lance qui assument leur rang. Désormais, la représentation sociale du tennis de table a véritablement changé. Ce qui pour certains était un loisir est devenu maintenant un sport où les qualités techniques et physiques sont mises en avant. Et comme toutes les bonnes nouvelles s'enchaînent, en avril 2025, un nouveau partenaire majeur de la FFTT se joint à nous. Et c'est une banque, plus précisément le Crédit Mutuel. Et je pense que ça a un impact immédiat sur la professionnalisation et la performance de nos nouveaux joueurs français. Plus d'accès, de soutien, d'équipe et d'accompagnement sur les circuits internationaux. Bon, et si on enlève le côté financier, on a aussi énormément en France de structures de pôles d'entraînement qui permettent à nos jeunes espoirs de pouvoir un jour devenir professionnels. Et comme l'image de ce sport a changé, les jeunes rêvent de suivre les pas des frères Lebrun et les parents sont peut-être moins craintifs à l'idée d'avoir un avenir dans le tennis de table. Je vous l'ai dit au début de vidéo, parfois les périodes de domination durent 20 ans. Et je pense que pour la France, cette ascension n'en est qu'au début. Et si on se penchait maintenant un peu plus sur les joueurs français présents sur le circuit international. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous suivez un petit peu RMC Sport et tous les contenders, feeders, etc. compétitions qu'il y a à l'international, au fil du temps, on voit de nouvelles têtes qui s'y essayent pour pouvoir aussi un jour parvenir à atteindre le top 100 mondial. Et ça marche, puisqu'au moment où je vous parle, on a 8 athlètes français présents dans le top 100 mondial. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, étant donné qu'entre le top 100 et 300, on a de nouveau une dizaine de joueurs. Sans compter tout le florilège d'espoirs français que nous avons dans les catégories minimes, cadets ou encore juniors. Sans oublier tous ceux qui n'ont pas encore l'envie ou les moyens de se projeter sur le circuit international et donc intégrer un jour le top 100 mondial. Et je vous l'assure, il y en a plusieurs. Ce qui fait que nous avons une équipe de France véritablement solide et constante. Et pour une fois, le choix entre le 3 et 4e joueur peut être très complexe. Nos 2 premiers sont évidemment les frères Lebrun, présents dans le top 10 mondial, et ensuite c'est un peu plus compliqué que ça. Simon Gauzy est 33e, Thibaut Porret 35e, Lilian Bardet 41e, et un peu plus tard, nous avons Flavien Coton, 55e. Autant vous dire qu'au niveau de la sélection, on est gâté, il y a énormément de compétitions pour pouvoir un jour y avoir accès, et ce ne sont que de bonnes nouvelles pour nous, ils se tirent tous vers le haut finalement. Donc sur les prochains mois et prochaines années, on va très certainement voir de nouveaux Français intégrer le top 20, voire top 15 mondial. Il y a quelques années, dans les championnats européens, on considérait que les Allemands étaient quasiment imbattables. Quand on voyait Ovtcharov ou Timo Boll se dresser en face de nous, vous savez que la compétition allait très certainement s'arrêter. Et cette fois la tendance a changé, on a plus tendance à penser ça lorsque l'on croise un Lebrun. L'équipe de France fait peur et même tout le vivier qu'il y a derrière. Ils sont régulièrement en train de battre des joueurs du top 20-30 mondial. Avec l'arrivée des frères Lebrun, les techniques et systèmes d'entraînement ont changé et se sont énormément élargis. Désormais, on prend en compte énormément d'autres aspects que le physique ou encore la technique. Tout ça nous a certainement permis de remettre en question, de revoir nos manières de procéder et d'étudier aussi un peu plus la transition entre le passage junior à senior. Là où il y a quelques années, aucun Français n'arrivait à percer entre ces deux phases. Et on le voit que les choses sont différentes maintenant parce que à une certaine époque, on n'aurait jamais vu Flavien Coton sur un circuit international. Et je pense que d'ici 2, 3, 4 ans, c'est là où on va véritablement devenir l'une des plus grandes puissances mondiales du tennis de table. Et en espérant que cette période dure le plus longtemps possible. Donc finalement, je réponds à la question, oui, je pense que la France est le nouvel étendard du tennis de table européen. Voilà, en tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'ai pris énormément de temps à la faire, donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir à travers les commentaires ou encore l'espace des pouces bleus. Merci et à la prochaine.